contre le danger du commerce avec les forces occultes, avec les plans invisibles. D'ailleurs, Bernard de Montréal ne fait que ça depuis une dizaine d'années maintenant. Mais je crois qu'il y a un niveau de difficulté supérieur lorsqu'il s'agit du phénomène ovni, du phénomène extraterrestre. Ça demeure apparemment la plus grande énigme de tous les temps. Si on se réfère aux paroles des contactés par le phénomène extraterrestre, il semble que le phénomène lui-même soit très positif, puisqu'ils sont là un peu comme nos anges gardiens, que la Terre est sous contrôle, qu'ils sont prêts à intervenir en cas de guerre atomique, qui veulent notre bien, qu'ils sont nos progéniteurs, que ce sont eux qui ont créé l'homme à leur image dans un laboratoire qu'on appelait l'Éden, par manipulation génétique. Ce sont de grands scientifiques. Et ils sont soucieux du destin de l'humanité. On les intéresse donc beaucoup, au plus haut point. Mais moi qui ne suis pas quelqu'un de foncièrement intelligent, mais plutôt simple, je me dis toujours, quand on veut le bien, on n'a pas besoin de se cacher. Donc ce qui m'inquiète un peu dans ce phénomène-là, c'est qu'il n'y a jamais de contact véritablement officiel. Là aussi, ça se propage à la manière d'un virus, comme une maladie qui infecte un terrain, qui trouble l'âme, qui trouble le cœur des hommes et leur mental. Et j'en reviens à ça. Pourquoi donc, si on veut notre bien, pourquoi se cacher? Qu'est-ce que ça cache? J'ai toujours trouvé très très difficile de parler du phénomène ovni. Je n'ai jamais aimé parler du phénomène ovni. Aujourd'hui, je m'y résigne. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais aimé parler du phénomène ovni, c'est parce que j'ai toujours considéré que avant de parler de choses qui font partie de l'expérience extraplanétaire, l'homme a besoin de comprendre ce qui fait partie de sa planète. Et quand je dis que l'homme a besoin de comprendre ce qui fait partie de sa planète, je veux dire qu'il doit comprendre ce qui fait partie de sa vie. Il doit comprendre sa conscience, sa mentalité. Il doit en arriver à posséder une conscience de plus en plus vaste pour que ensuite, lorsqu'il a ou aura à traiter avec le phénomène ovni, il traitera d'une façon intelligente, au lieu de traiter d'une façon expérientielle et de devenir naturellement fanatisé. Le problème avec le phénomène ovni, c'est que l'homme ne possède pas suffisamment de conscience pour pouvoir comprendre le phénomène ovni. Donc, il l'expérimente psychologiquement, il l'expérimente astralement, il l'expérimente éthérico-matériellement. Et chaque fois qu'il fait ceci, une partie de lui-même est enlevée. Il perd une partie de son identité et il devient, d'une façon ou d'une autre, assujetti à un niveau de conscience extraplanétaire, civilisatrice, qu'il ne comprend pas. Et il risque de vivre en danger de perdre son identité et de ne jamais pouvoir
réellement comprendre ce qui lui est arrivé. Et un homme qui est marqué par une expérience telle que celle-ci, s'il n'est pas capable de vivre de sa conscience, s'il n'est pas capable de vivre de son intelligence, d'une intelligence calculée, c'est-à-dire d'une intelligence capable de faire la part des choses, il vit cette expérience de la même façon que nous vivons notre expérience psychologique face à l'astral ou face aux forces occultes. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les forces occultes, les entités psychiques de l'astral et le phénomène OVNI. Et je vais vous dire pourquoi. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau parce que on a tendance à appeler ces manifestations-là, à travers les ovnis, des extraterrestres, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui nous dit qu'ils sont extraterrestres. Il n'y a rien qui nous... On devrait les appeler des ufonautes ou quelque chose de ce genre-là pour bien montrer qu'on ignore toujours leur provenance parce que ça n'a pas été prouvé, leur provenance. Si on écoute les contactés, à chaque année, ils changent de lieu d'origine. C'est une fois la planète Vénus, après ça c'est Mars, et puis c'est Jupiter, aujourd'hui c'est Ganymède, demain ça sera Io, vous allez entendre ces affaires-là. Donc on brouille les cartes, là. Donc ça c'est intéressant, ce point de vue-là que vous amenez, là. Vous les comparez donc aux forces astrales. Je les compare aux forces de l'invisible qui se situent sur le plan astral ou qui se situent dans une autre dimension. Quelle est la différence entre le plan astral et le plan éthérique d'une autre planète? Le plan astral, c'est un monde où les entités n'ont pas le pouvoir d'utiliser un corps matériel. Le plan éthérique d'une autre planète ou de la Terre, c'est un monde où les entités ont le pouvoir d'utiliser le corps matériel. Et quand je dis qu'ils ont le pouvoir d'utiliser le corps matériel, je veux dire qu'ils ont la capacité d'atomiser le corps matériel ou de le désatomiser. Mais pour un homme qui vit l'expérience à partir de ses sens, il n'y a pas de différence entre l'invisibilisation du corps matériel d'un être qui peut entrer dans un champ éthérique ou d'un être qui peut entrer dans un champ astral. Pour un être qui n'est pas, pour un homme qui est simplement visuel, sensoriel, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour un homme qui vit le phénomène du poltergeist, très matérialisé, et le phénomène d'un être qui vient d'un autre plan éthérique, qui se matérialise et se dématérialise. C'est la même chose. Autrement dit, nous n'avons pas de conscience mentale capable de faire la différence entre l'astralisation d'un objet et l'éthérisation d'un objet. Donc, le danger que nous vivons, c'est que si nous vivons l'éthérisation d'un objet ou l'éthérisation d'un corps matériel, ce qui nous amène à vivre la matérialisation d'un phénomène OVNI, pour nous autres, il n'y a pas de différence entre ça et l'astral. Et le danger, il commence là. Il commence là dans ce sens que si nous avions une conscience mentale, autrement dit, si nous connaissions les lois de l'invisible, ce qui fait partie de l'évolution de la conscience de l'intelligence, nous pourrions participer créativement, instantanément, à la dissociation de ces manifestations-là. Autrement dit, un homme qui a une conscience intégrale et qui vient ou qui fait l'expérience de la matérialisation d'une entité astrale, ou un homme qui a une conscience intégrale et qui vit l'expérience de l'ufonaute, il est capable mentalement de dissocier le corps ou l'objet qui fait partie de son expérience. Autrement dit, un homme qui est conscient est capable de faire disparaître instantanément un objet ou un corps qui vient de l'astral, et il est obligé de vivre en correspondance vibratoire avec un objet qui vient du plan éthérique, autrement dit, qui vient d'une civilisation reliée à la Terre ou reliée à d'autres planètes. Bon, là, vous êtes en train de nous dire que dans le phénomène OVNI, il y a une manifestation qui est catholique et l'autre qui ne l'est pas. Bon, il y a une manifestation qui est encore catholique. Une fois comme dans la médiumnité, où ceux qui empruntent le canal médiumnique se font passer pour les bons. Voilà.
Ils se font toujours passer pour les bons. OK. Et puis, moi, j'aurais tendance à ce moment-là à jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, mais il faut pouvoir le faire. Ben, Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des infirmiers, donc nous ne sommes pas capables de jeter le bébé avec l'eau du bain. Lorsque le bébé nous apparaît, nous le prenons et nous faisons de ce bébé une expérience qui transforme l'ego, qui transforme la personnalité et qui assujettit l'être à une forme quelconque d'expérience qui domine son mental. Il est là le danger. Quand je dis que l'homme ne doit pas croire, pourquoi je dis? Parce qu'à partir du moment où l'homme n'est plus capable de croire et qu'il vit une expérience d'une sorte ou d'une autre, même s'il n'est pas suffisamment mental pour faire éclater ce phénomène ou l'absorber d'une façon harmonieuse, il est sécure. Et l'homme aujourd'hui, qu'il soit chinois, russe, allemand, américain, québécois, qui vit le phénomène ovni, s'il a tendance à croire, il ne sait pas à quoi il croit. Est-ce qu'il croit à une manifestation astrale? Ou est-ce qu'il croit à une manifestation éthérique? Jamais l'astral ne le fera savoir et jamais l'éthérique ne le fera savoir. Autrement dit, les phénomènes ovnis ne laisseront jamais savoir d'une façon parfaite à l'homme qu'ils sont intervenus dans son expérience. Tous les gens qui ont eu contact avec les ovnis, qui sont entrés en contact dans les engins, ont perdu la mémoire de leur expérience. Ça, c'est une loi cosmique. Lorsqu'un homme entre dans un ovni et qu'il ne perd pas la mémoire de son expérience, l'ovni, le phénomène ovni, ce n'est pas un phénomène éthérique, c'est un phénomène astral. Mais l'expérience pour l'homme est la même. Autrement dit, aller dans l'astral d'une forme ou aller dans l'éther d'une forme, pour un être humain, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'astral, c'est le siège de l'âme. Donc, à partir du moment où l'homme va dans l'astral d'une forme, il est obligé de récupérer la totalité de l'énergie de son expérience et de se l'amalgamer animiquement, c'est-à-dire de se la donner comme valorielle. Ceci fait partie de sa conscience astrale. Si l'homme entre dans un champ d'énergie éthérique, si l'homme entre en contact avec ce que vous appelez des ovnis, il est obligé de vivre l'expérience, non pas au niveau de l'âme, mais au niveau de son esprit. Et comme il n'est pas capable de supporter l'expérience, on est obligé de lui faire perdre la mémoire de l'expérience. Donc, si on me disait, bon, mais moi, j'ai vu un ovni et je ne me rappelle pas de mon expérience, à ce moment-là, je dirais que l'expérience est beaucoup plus probante. Mais si on me dit, moi, je suis entré dans un ovni et je me rappelle de tout, j'ai rencontré un, j'ai rencontré l'autre, à ce moment-là, je dirais, l'expérience est astrale. Pourquoi? Parce que le plan astral, qui est le plan des entités, va toujours essayer de faire croire à l'homme quelque chose. Et ce qu'il va essayer de faire croire à l'homme va servir ses fins, qui sont des fins évolutives, astrales d'expérience. Tandis que si l'homme entre en contact avec un phénomène ovni et qu'il perd la mémoire, c'est pour protéger l'ego contre l'atomisation psychique du corps astral. Une personne qui rentre dans un ovni ne peut plus vivre sa conscience humaine. Il est obligé de transcender instantanément et de vivre le contact avec des êtres qui ont un pouvoir mental sur la matière, donc qui sont capables de donner à l'homme, temporairement, une conscience cellulaire, c'est-à-dire une conscience capable de vivre l'état d'esprit atomisé de leur conscience globale. Donc, pour protéger cet homme, lorsqu'il ressort du vaisseau, ils sont obligés de lui faire perdre la mémoire. Lorsqu'il perd la mémoire de l'expérience, il reconnecte avec l'expérience de l'âme, mais il ne vit pas l'expérience de l'esprit qu'il a connu dans la machine. Et ça, c'est une loi, et c'est une loi qui est prépondérante partout sur le globe. Les gens qui ont vécu des contacts aigus avec le phénomène OVNI ont perdu la mémoire de l'expérience. Ils ont simplement vécu une petite mémoire extrêmement inconsciente qui peut être ramenée par l'hypnose. Alors que les gens qui ont vécu des contacts astraux avec les ovnis ont vécu une pleine perception de l'expérience, mais cette pleine perception équivaut à un voyage astral dans une forme qui est la projection du monde astral vers lui pour l'englober psychiquement et occulter ses facultés médiumniques.
Est-ce Donc, que ça veut dire simplement que pour vous, il y en a des bons, positifs pour nous, et des mauvais, négatifs? non. Ça veut dire qu'il soit d'une source ou d'une autre, l'homme n'a pas encore vu. Bon, alors on jette le bébé avec le lot du bain. Alors, on jette le bébé avec l'eau. Bon. Parce que lorsque l'humanité vivra officiellement au niveau des gouvernements, au niveau de la science, au niveau de la télévision, des systèmes de communication, le phénomène OVNI, ce sera tellement un choc pour l'humanité. Ce sera tellement un choc pour l'humanité que ça sera la fin de notre civilisation. Et ce sera le début d'une autre. Parce que l'homme, même si l'homme, psychologiquement, veut se donner comme résonance philosophique, la conscience d'une divinité qui a créé l'homme par synthèse, dans le passé, par la manipulation génétique, ça ne change absolument rien à la réalité de l'homme. L'homme doit en arriver à posséder une conscience intégrale pour pouvoir traiter avec un phénomène OVNI d'une façon intégrale. Et moi, je trouve que ça change justement quelque chose au niveau de l'homme. Le fait qu'eux autres se substituent à ce que nous appelons Dieu et qu'ils se font passer pour le Dieu créateur à la place du Dieu d'amour du Nazaréen, par exemple. Je trouve que ça change quelque chose. Oui, mais quand je dis que ça ne change rien, ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien à la réalité de l'homme. L'homme, tant que l'homme ne sera pas dans sa réalité, à partir de lui-même, s'il vit contact avec une autre réalité, il perdra sa réalité. C'est ça que je veux dire. Le phénomène OVNI, un homme qui fait l'expérience du phénomène OVNI perd contact avec sa réalité. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas capable de supporter l'expérience. L'esprit, oui. Mais pour que l'homme puisse vivre de son esprit, pour que l'homme puisse bénéficier intelligemment d'une expérience telle que celle-ci, il faut qu'elle ait intégré son énergie. Peut-être que l'âme ne peut pas supporter ce contact-là parce qu'elle sent qu'elle est l'objet justement de ce contact-là. Intuitivement, moi, il me semble que l'âme, elle est naïve, elle est pure au départ. Elle est dans une école de l'autre bord, elle s'incarne sur la terre, elle est en expérience, elle va avoir à affronter la réalité du mal manifesté sur la terre. Elle va être édifiée au bout de ce chemin. Elle va savoir que ces forces-là existent. Elle ne le sait que théoriquement avant l'incarnation. Quand elle arrive ici dans ce monde qui est dominé, on sait par qui, le prince de ce monde, elle va effectivement avoir à affronter ces forces-là. Elle va vivre beaucoup de doutes, d'angoisses, etc. Mais au bout du compte, elle sera ou à gauche ou à droite dans les plateaux de la balance. Elle va être édifiée. Et moi, il me semble que ces forces-là s'intéressent beaucoup à notre âme. Peut-être, comme vous dites, l'esprit, lui, n'est pas troublé parce que c'est peut-être l'intelligence de l'âme et qu'il peut dealer avec le phénomène. Mais c'est peut-être pas lui qui est l'enjeu de ces forces-là. C'est pour ça que je dis que l'homme vive l'expérience d'un côté ou d'un autre, ce n'est jamais pour lui bon. Bon. Nostradamus, à propos, il a parlé aussi des extraterrestres. Il n'y a pas personne de qui il n'a pas parlé. Il dit, dans un quatrain, il dit, les célestes feront aux humains si grande apparence, donc se manifesteront à tel point, que les humains verront que les célestes sont les auteurs et les fauteurs des troubles et des guerres sur la terre. Voilà. C'est pourquoi je redis que l'homme vive l'expérience d'un côté ou d'un autre. L'homme, il est foutu s'il n'a pas d'identité, s'il croit. Si nous regardons le phénomène OVNI d'une façon qui m'est personnelle, okay? Pour moi, le phénomène OVNI, je le déteste. Pourquoi je le déteste? Je le déteste parce que je pars de ma conscience à moi. Je le déteste parce que je sais que pour que l'homme puisse bénéficier d'un contact avec l'étranger,
ou avec l'étrange, ou ce qu'il considère l'étrange. Il faut d'abord qu'il soit intelligent. Mais comment l'homme peut être intelligent? Est-ce que l'homme peut être rendu intelligent par des ovnis? Ou est-ce que l'homme peut être rendu intelligent par l'astral? Dans les deux cas, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation étroite entre le plan astral et le phénomène ovni aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le phénomène ovni, c'est un phénomène qui a la fonction de tester l'humanité dans son émotivité. Et tester l'humanité dans son émotivité, ça équivaut à tester la capacité de l'âme de vivre contact avec une dimension qui fait partie de sa mémoire, mais qui ne fait pas partie de son intelligence. Il n'y a pas d'intelligence dans de l'âme. Il n'y a que de la mémoire dans de l'âme. Et comme l'âme de l'homme est mémorielle, dans les couches subconscientes de l'âme, l'homme est capable de faire une connexion avec des phénomènes ovnis qui se sont passés dans le passé et de retrouver dans cette ambiance psychique un besoin, une fascination et même un très grand désir spirituel. Le danger de l'humanité, le danger de l'homme, il est là. Le phénomène ovni, lui, dans sa manifestation, il s'impose à l'homme à la manière d'un viol psychique. Déjà ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il s'impose à l'homme à la manière d'un viol psychique et l'homme doit comprendre ceci. Vous avez dit quelque chose quand nous sommes partis tout à l'heure qui m'a intéressé à la fin. Je ne me rappelle pas trop de ce que vous avez dit, mais c'était comme... il ne s'agit pas pour l'homme maintenant et demain de développer des thèmes, mais il s'agit pour l'homme maintenant et demain d'être mis en garde. D'être mis en garde. Si on me disait, qu'est-ce que c'est votre travail? Qu'est-ce que vous faites? À part du fait que j'essaie d'amener l'homme à réaliser des aspects de la conscience qui dépassent les limites de son intellect. Mais qu'est-ce que c'est la chose la principale? Je dirais à 50 à 60%. C'est de mettre l'homme en garde contre tout ce qu'il ne comprend pas, afin de ne pas être absorbé par ce qu'il ne comprend pas. Une fois que l'homme comprend, autrement dit, une fois que l'homme est dans son esprit, son intelligence, qu'il est capable de communiquer avec lui-même, et non pas communiquer en tangente avec des plans médiumniques, à partir de ce moment-là, l'homme, il est sécure, parce qu'il ne peut plus être violé psychiquement, parce que son âme est soudée à son esprit. Et tant que l'âme de l'homme n'est pas soudée à son esprit, l'homme n'a aucun recours, n'a aucun référentiel face à cette panoplie d'expériences qui font partie de l'expérience des masses aujourd'hui, qui feront partie de l'expérience des masses demain, qui vont faire partie de l'expérience des masses dans le passé. Autrement dit, tant que l'âme et l'esprit ne seront pas soudés, autrement dit, tant que l'homme ne sera pas dans une fusion intégrale, qui ne sera pas totale, il devra se méfier de ce qui se passe dans le monde. Ceci ne veut pas dire qu'il sera obligé de nier ce qui se passe dans le monde, mais il devra regarder tout ce qui se passe dans le monde avec une loupe qui magnifie 100 fois ce que l'on dit de ce qui se passe. Et si l'homme ne fait pas ceci, il se retrouvera dans des situations où il vivra le viol psychique, c'est-à-dire où une partie de l'âme sera utilisée par des forces astrales ou d'autres plans pour convenir avec lui, au lieu que lui en arrive à convenir avec lui-même, pour empêcher que lui convienne avec lui-même. Une des plus grandes luttes aujourd'hui sur les plans occultes, une des plus grandes luttes dans l'invisible aujourd'hui, c'est le contrôle de la pensée humaine. Pourquoi? Parce que une fois que la pensée humaine est contrôlée, une fois que le psychisme de l'homme n'est plus sous sa gouverne, l'homme est impuissant à savoir. Il est obligé de subir de la connaissance. Il lui est dit quoi penser. Il lui est dit quoi penser.
Il lui est dit quoi croire. Il lui est dit quoi aimer. Quoi dire? Quoi dire. L'homme n'a plus de liberté. Il est totalement assujetti. Et ce que je crains, c'est que au cours des années, autant dans la province de Québec que dans d'autres pays, il va se produire un accroissement de ceci. Aujourd'hui, le canal qui mène l'homme vers cette expérience future, qui va être extrêmement populaire au 21e siècle, ce sont les sectes. Les sectes sont de micro-sociétés qui ont la fonction... Dans les sectes, je ne parle pas des sectes qui font de la magie noire, mais je parle même des sectes qui font de la magie blanche. Dans les sectes, il y a une certaine bonne volonté spirituelle. Les sectes qui font de la magie noire, on peut facilement les identifier. Mais les sectes qui font de la magie blanche, on ne peut pas facilement les identifier parce qu'on dit, ah, mais ce sont des gens spirituels, ce sont des gens bien, blablabla. Et je dirais que les sectes qui font de la magie blanche sont plus dangereuses pour l'homme que les sectes qui font de la magie noire. Et l'homme est tellement naïf, l'homme est tellement anémique, l'esprit n'est pas soudé à l'âme, qu'il vit de l'expérience constamment et qu'il devient éventuellement, sans s'en rendre compte, parce que ces mouvements-là sont très ralentis, sont très graduels, et l'homme en arrive éventuellement à perdre son identité, sa conscience en est affectée, ses moyens humains, psychologiques, égoïques sont détruits de plus en plus, et il peut facilement être mené à l'insanité ou au suicide. Je ne peux simplement que parler. Je parle, et je parle, et je parle, et je parle, et je parle. Et ça fait des années que je parle. Et je dis toujours, je n'ai pas commencé à parler. Et j'écris, et c'est inouï ce que j'ai à dire. C'est inouï ce que j'ai à parler. Mais on ne peut pas forcer le cheval à boire de l'eau. Mais je prends une plateforme publique pour laisser savoir aux gens qui font une démarche spirituelle, qui s'intéressent, des gens qui ont une bonne volonté, des gens qui sont naïfs. Je dis en public que les hommes doivent se protéger contre les hommes afin de se protéger contre les forces. Parce que les forces passent à travers les hommes. Les forces passent à travers les médiums. Et l'homme, pour le moment, n'est pas suffisamment dans son esprit pour pouvoir voir. Il est suffisamment dans son âme pour pouvoir sentir, pour pouvoir rechercher. Il est en grand danger. L'humanité aujourd'hui est en grand danger. Oui. Et vous dites que les forces passent au travers des hommes. Et on pourrait être édifié très facilement. Il suffit d'ouvrir la Bible et de regarder l'épître aux Éphésiens. Et c'est textuellement ce qu'il y est dit dedans, que ces forces-là, ces principautés des airs, les dominations, peuvent emprunter le véhicule de l'homme pour se manifester, en plus de se manifester sous forme de prodige dans les cieux. Mais ça ne trompera personne. On sait que ceci, c'est le travail des lucifériens, des arimaniens. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, ça. Oui. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que on aurait tendance à croire que le phénomène ovni est récent. On l'attribue à 1948 ou 45, Hiroshima, le retour d'Israël en Palestine, etc. Et on semble oublier, peut-être, on essaye de nous faire oublier que le phénomène ovni est omniprésent tout au long de l'histoire de l'homme, de l'histoire occulte de l'homme, parce que le phénomène, il est toujours dans les coulisses, mais il est toujours là et il est relaté dans tous les grands livres de l'humanité. Oui. Il y a des témoignages qui datent de 2500 ans, comme de 3000 ou de 4000 ans. Suivant les traditions. Donc le phénomène est toujours sous-jacent à l'évolution de l'humanité, à son histoire. Il est derrière nous. Et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant. C'est inquiétant parce que il présuppose que l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour prendre en contrôle sa propre destinée. Le phénomène ovni, il est directement relié au père de la race, c'est-à-dire qu'il est directement relié à un temps où l'homme a perdu sa propre lumière
et où des forces étrangères à la conscience sont venues vers la Terre pour prescrire à l'homme des moyens de se développer égoïquement. Ce qui est très difficile pour l'homme qui ne connaît pas qui ne vit pas la fusion de l'âme et de l'esprit, c'est qu'il ne peut pas savoir par lui-même des choses. Il est obligé d'aller toujours par comparaison, par étude. Et si l'homme poursuit cette voie d'aller par comparaison et par étude, il ne pourra jamais découvrir le réel. Il va toujours reconnaître de l'histoire, et en reconnaissant de l'histoire, il va s'imprimer d'histoire, il va s'intéresser à l'histoire, il va magnifier l'importance émotive et psychologique de l'histoire, et aujourd'hui, les hommes qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui savent que c'est de longue date un relais entre l'humanité planétaire et l'humanité cosmique, ces hommes ne sont plus capables de faire la part des choses. Mais il y a pourtant des choses qui, me semblent, devraient sauter aux yeux des gens qui regardent le moindrement avec un esprit observateur ou le moindrement avec un esprit critique, la manifestation du phénomène dans son symbolisme. On sait que Adolf Hitler était l'objet de ses forces, qu'il en était le médium, le véhicule, qu'elle l'habitait, qu'il avait une mission qui était chargée de mission à ce niveau-là, c'était de supprimer le peuple élu. Bon, il a fait son travail, semble-t-il. Il avait comme symbole une croix gammée. Cette même croix gammée, on la retrouve en plein milieu d'une étoile sous forme de badge chez les Raéliens. Cette même croix gammée, on la retrouve au centre du Tibet, dans tous les mouvements d'origine tibétaine qui aujourd'hui sont en train d'infecter le monde occidental. De fil à aiguille, on remonte ceci, là on voit où est la source. La source, elle est aux Indes. Oui, mais il se produit un phénomène intéressant chez l'homme. C'est que l'homme, parce que l'âme n'est pas soudée à son esprit, lorsqu'il étudie historiquement quelque chose, il devient fasciné simplement par le mouvement de son esprit. Et étant fasciné par le mouvement de son esprit, s'il étudie en profondeur ces choses-là, éventuellement, il perd contact avec sa propre lumière. Il n'est pas capable de faire la part. Je sais que ça prendra peut-être une vie pour quelqu'un qui veut faire une démarche intellectuelle, symbolique, ésotérique, etc. Ça va lui prendre une vie pour arriver peut-être à l'origine, à la source même de la manifestation. Ça lui prendra la lecture de 3, 4 ou 5 000 bouquins dans sa vie. Ça lui prendra des contacts avec beaucoup de monde sur la planète, à s'intéresser à tout. Mais je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas à mettre le doigt sur la bibite. Pour ma part. S'il est fasciné au départ, avec le temps, il arrivera peut-être à un autre état de conscience qui sera de l'écœurement quand il verra la manipulation qui se trame dans le dos de l'humanité. Oui, mais ça dépendra toujours de l'évolution de son esprit, de son intelligence. Ouais. Les hommes ne sont pas pareils, les hommes n'ont pas la même mesure. Il y a des hommes qui sont plus aux aguets que d'autres. Il y a des hommes qui peuvent être récupérés parce que on va leur donner de supposés pouvoirs, etc. Ces forces-là, elles ont toujours des colifichets à offrir aux indigènes. Très juste. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Oui, très juste. Ça peut être de l'ordure aussi. Oui. Puis généralement, c'est dans ce commerce-là, avec ces forces, c'est ce qui se passe. On nous donne des pouvoirs, on peut avoir un pouvoir ésotérique, un pouvoir politique, un pouvoir financier, etc. Mais ce n'est pas nous qui avons ce pouvoir-là, ce sont eux autres. C'est une façon de nous amadouer, de nous passer la brosse à reluire, dans le bon sens du poil. Lorsque l'homme se fait donner un pouvoir par d'autres, lorsque l'homme se fait donner un pouvoir par des forces, il perd son identité. L'homme doit être Absolument. son propre pouvoir. C'est une condition. C'est une condition. Ouais. Mais vous êtes dans une situation publique où, à cause des gens qui vous téléphonent, ainsi de suite, vous avez un peu une idée de ce qui se passe. J'ai le pouls, la température. Le pouls, la température. Ouais. Et je dirais qu'en tant que personnage, qu'en tant qu'intervieweur ou personne publique, vous avez
vous êtes dans une situation particulièrement intéressante pour laisser comprendre, laisser voir au public le danger qui menace l'homme aujourd'hui à tous les niveaux. Et vous avez l'occasion de prendre conscience, à cause des gens qui vous appellent ou qui vous envoient des lettres, vous avez l'occasion de prendre conscience que plus nous avançons, plus nous sommes, les masses humaines, dans une situation dangereuse parce que nous sommes parfaitement ignorants. Oui, imaginez-vous, ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est appuyer sur un travail de 10 ans. Ces choses-là, vous n'auriez pas pu les dire telles qu'on se les parle aujourd'hui, il y a 10 ans. Il a fallu de votre part tout un travail préparatoire, d'étape à étape à étape, pour pouvoir commencer à livrer la marchandise. Je comprends que vous n'ayez pas commencé encore à parler, tellement il y a de choses à dire. On se demande par où commencer. Moi, c'est mon problème dans un interview, je me demande par où commencer, tellement le problème est vaste. Et tellement il n'est pas croyable, dans un autre sens, c'est ça le problème. C'est que, il me semble que la réalité, la vérité de toutes ces choses-là dépasse totalement l'entendement de l'homme. On a l'impression d'entendre un conte de fées. Et c'est peut-être de cette façon-là que les forces agissent, à nous faire croire que c'est un conte de fées. De nous faire oublier que c'est une réalité, dont nous sommes l'enjeu. Oui, c'est difficile. Je comprends que vous soyez prudent et que j'ai, à travers ces années-là, été obligé un peu de m'obstiner, de vous piquer, un peu de vous demander de livrer la marchandise. Je comprends aussi d'un autre côté la prudence que vous manifestez. Et je comprends aussi les gens qui se donnent un rôle d'éducateur dans le monde et qui ne manifestent pas cette prudence. Mais s'il faut que le scandale arrive, tant pis pour ceux qui seront à l'origine de ce scandale. Oui, les hommes qui sont dans le public, les hommes qui travaillent consciemment ou inconsciemment avec les aspects occultes sous forme de symboles ou sous forme de matérialité, ont une très grande responsabilité face au public. Parce que le public, il faut le prendre au niveau où il est. Je ne fais pas référence au public dans le sens personnel que nous sommes ici un public. Je parle de cette conscience collective, de cette humanité qui a soif de comprendre, qui a soif de connaître et qui, naturellement, va être attirée par des idées ou des propos ou des ouvertures sur une infinité qui est très vaste. Je dis souvent, je n'ai pas encore commencé à parler. Même moi, je ne comprends pas ce que je dis quand je dis ceci, mais je sais que c'est vrai. Parce que je peux toujours parler. Donc, c'est un signe que je n'ai pas encore commencé à parler. Parce que le réel qui sous-tend le vrai et le faux ne peut pas venir à l'homme à travers l'astral. Il ne peut pas venir à l'homme sous forme de domination. Il ne peut pas venir à l'homme sous forme de cadeau, de pouvoir. Le réel fait partie de l'homme. Et lorsque l'homme aura compris ceci et qu'il entrera dans sa propre réalité et qu'il regardera le phénomène ovni ou qu'il regardera n'importe quoi, il saura de par lui-même où se situer par rapport à ceci. Si il n'a pas de centre de gravité, cette chose va le situer par elle. Moi, je ne suis pas, à cause de ma situation publique, je ne peux pas dire, ah ben, faites attention à ceci ou faites attention à cela. Je ne suis pas un professeur d'école. Je n'ai pas le droit, même, je n'ai pas le droit public de dire, ah ben, cette école-là, ce n'est pas bon pour l'homme, ou ce phénomène-là, ce n'est pas bon pour l'homme. Je ne peux pas être juge des gens qui font leur expérience animique. Tout ce que je peux faire, c'est de parler d'une façon suffisamment claire, suffisamment nette et précise pour faire reconnaître à l'homme que tout ce qui est de phénomène ovni ou tout ce qui est de phénomène astral médiumnique doit être vu à partir de la lumière de son esprit et jamais à partir des besoins pulsatifs de l'âme. Parce qu'ils sont là pour répondre à nos besoins. Parce qu'ils sont là pour répondre à nos besoins et ils savoureront ces besoins. Vous avez dit, si Satan venait, il ne va pas se présenter comme Satan. Et c'est réel, ça.
Mais il y a déjà des gens qui font le parallèle, qui ont déjà remarqué une chose avec le temps de toutes ces manifestations, que le phénomène extraterrestre a déplacé sa polarité et est devenu un phénomène intraterrestre. Là, ça devient intéressant. Pour qui a un peu étudié l'ésotérisme en profondeur, là, ça devient intéressant de voir que leur base pourrait être située sous terre et relier ça à l'Agartha. Oui, mais que le phénomène, je n'ai pas d'objection à dire que le phénomène extraterrestre soit aussi un phénomène intraterrestre, parce que évidemment, les corridors éthériques que ces forces-là utilisent dans le cosmos appartiennent à la conscience de la Terre. Il y a des endroits sur la planète où ces intelligences peuvent entrer, sortir, se matérialiser, se dématérialiser, ainsi de suite, parce que ça fait partie de la restructuration de leur conscience à l'intérieur d'un espace-temps qui est sous leur domination. Autrement dit, un espace éthérique, c'est la structuration spatiale d'un espace-temps qui est sous le contrôle d'une volonté supérieure. Donc, c'est comme si l'homme avait une conscience suffisamment grande, il serait capable de se créer un espace ici, qui serait sous son contrôle, donc qui fermerait totalement le contact entre lui-même et l'extérieur. Donc, ces intelligences ont cette faculté, ça fait partie de la dualité extraterrestre-intraterrestre. Mais la qualité du phénomène ne change pas. Je veux faire un point. Je veux faire un point. Dans la mesure où je peux le faire aujourd'hui. Cette mesure pourra changer avec les années, mais aujourd'hui, je veux expliquer ceci. Ce que nous appelons sur la Terre de l'intelligence, c'est le rayonnement d'une vibration, c'est le rayonnement d'une énergie créatrice. Cette énergie créatrice, elle est absolue, elle est sans fin. À partir du moment où elle connecte avec un cerveau matériel, elle devient active. Elle ne peut que connecter avec un cerveau matériel pour devenir active. Mais le cerveau matériel fonctionne par rapport à du mémoriel. Au-delà du cerveau matériel, l'homme possède un autre cerveau que j'appelle le cerveau éthérique. Cette même énergie est capable d'utiliser le cerveau éthérique de l'homme dans la mesure où il perd du mémoriel. C'est mon cas. Si l'homme perd du mémoriel, il accentue l'activité du cerveau éthérique, donc il accentue la possibilité de rendre cette énergie créatrice à partir d'un plan de sa conscience pour que la manifestation se fasse à travers la parole. Le phénomène de la pensée n'existe plus. L'homme découvrira au cours de l'évolution que la distance qui existe entre lui en tant qu'être matériel et être éthérique, c'est une distance qui n'existe pas en réalité. S'il est psychologique, s'il utilise le cerveau matériel, le mémoriel pour étudier la réalité, il est obligé de faire des constats relatifs. Mais s'il utilise le cerveau éthérique pour comprendre la réalité ou vivre la réalité, il n'a plus besoin de vivre de constats. C'est-à-dire qu'il est capable, selon l'évolution créative de son mental, d'intervenir entre un plan et l'autre, et c'est à ce moment-là que l'homme peut facilement se dédoubler, entrer dans un espace-temps éthérique et réaliser qu'il y a des hommes, des consciences, des intelligences sur la planète qui travaillent. Mais ces intelligences-là travaillent en silence. Et quand je dis qu'elles travaillent en silence, c'est qu'elles n'ont pas le droit de perturber l'équilibre psychologique de la race humaine aujourd'hui, tant que l'homme ne sera pas arrivé à sa propre maturité. Si vous me dites pourquoi ceci, je vous dirai ceci. À partir du moment où le phénomène de l'intelligence n'est plus un phénomène bio-organique, à partir du moment où l'intelligence n'est plus un phénomène cérébral, à partir du moment où l'intelligence est le rayonnement d'une lumière, à partir du moment où l'intelligence est universelle dans ce rayonnement, elle possède le contrôle sur toutes les évolutions matérialisées, c'est-à-dire qu'elle possède le contrôle sur les évolutions matérialisées de la Terre, et elle possède le contrôle sur les évolutions matérialisées des autres planètes. Donc, automatiquement, la loi créative du statu quo planétaire s'établit. Les races qui font partie d'autres civilisations n'ont pas le droit d'interférer avec l'évolution de l'homme sur la Terre. Elles ont la capacité éventuelle et le droit éventuel d'intervenir à partir du moment où l'homme vivra la fusion de l'âme et de l'esprit.
Parce qu'à ce moment-là, l'homme sera le maître de sa planète. L'homme sera celui qui permettra à ces étrangers de venir et il sera celui qui protégera les races inférieures, les races évolutives qui doivent continuer l'évolution de l'âme humaine, planétaire, mondiale. Est-ce que ces intelligences-là ont besoin d'une ambassade à Jérusalem? Ces intelligences-là n'ont pas besoin de rien. Parce que ces intelligences-là font partie d'une confédération d'énergie et d'intelligence qui s'occupe de préserver sur la Terre l'équilibre psychologique de l'humanité. Donc, les forces qui s'occupent de troubler sur la Terre l'équilibre psychologique de l'humanité à travers des individus, ce sont des forces arimaniennes. Un homme, vous êtes en Russie, vous êtes en Chine, au Tibet, vous êtes au Pérou, et vous voyez un phénomène ovni, il vient, il fait, il regarde, il s'en va. Mais lorsqu'un phénomène ovni se manifeste et accapare un homme, l'introduit dans sa conscience éthérique et le rejette dans une conscience astrale, à ce moment-là, nous faisons l'expérience sur la Terre du phénomène arimanien. Et l'homme lui-même, c'est pour ça que je fais toujours attention de ne pas qualifier les hommes qui ont certaines expériences, parce que l'homme lui-même est possédé par une conscience dont il ne connaît pas le trucage. Donc, les hommes sur la Terre qui sont médiumniques, qui ont vécu certaines expériences, ne font pas des choses par mauvaise volonté. Ils peuvent faire des choses par ignorance totale. Et ce sont ces hommes qui serviront à la pollination de la conscience humaine. Et l'homme aujourd'hui est rendu à un stage où de plus en plus les forces occultes astrales ou des forces ovnis utiliseront l'être pour polliniser la conscience de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire polliniser la conscience de l'homme? Polliniser la conscience de l'homme, ça veut dire donner à l'homme, créer à l'homme l'impression que le contact avec les ovnis est important pour lui, parce que le contact avec les ovnis est à l'origine de la race. Et si les hommes qui ont été pollinisés par cette forme de conscience, de science, croient que l'humanité a été le résultat d'une activité scientifique à partir de ses intelligences, l'homme automatiquement perd son identité. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas important que l'homme ait été créé par des races étrangères. C'est sans importance. Ce qui est important, c'est que l'homme, un jour, en arrive à connaître, à vivre le lien de l'âme et de l'esprit. À partir de ce moment-là, l'homme aura un véhicule éthérique, c'est-à-dire qu'il aura un véhicule matériel, mais d'un autre niveau vibratoire, qui lui permettra complètement de comprendre le mystère de la race, le mystère de l'évolution, mais sans être assujetti psychologiquement à ce mystère. Ma lutte, mon combat, si vous voulez, dans le monde, au niveau des idées occultes et ésotériques, se situe ici. Je nie le besoin de l'homme de croire. Je sais que l'homme a besoin de savoir. Mais l'homme sait déjà. Mais il ne sait que dans la mesure où il est capable de ne pas croire, ni sur le plan conscient, ni sur le plan inconscient. À partir de ce moment-là, que les forces fassent leur travail parce que le cycle n'est pas fini. Se manifeste ou se c'est sans importance. Comme les initiés disaient, l'initié dans le sens de l'homme qui est arrivé à la maturité de son esprit, qu'il se promène dans le monde de la mort, que l'homme se promène dans les mondes réellement néfastes de la conscience, ça ne le touche pas. Il voit, il constate, il sort et il ne revient plus. Il est libre. Donc, ce que l'homme a besoin, c'est d'être libre. Ce n'est pas de se créer une fausse liberté spirituelle, religieuse, ésotérique, métaphysique, occulte, parce qu'il ne comprend pas le dessein de l'énergie. Et pour comprendre le dessein de l'énergie, il faut être dans son énergie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir participer à notre propre intelligence
Et si vous me dites, ah, mais c'est long avant que l'homme en arrive à être dans son intelligence, moi je vous dirais que je connais des gens aujourd'hui qui sont suffisamment dans leur intelligence pour voir de loin venir le mal. Et j'en connais pas mal de ces gens qui sont capables de voir de loin venir le mal. Autrement dit, voir de loin venir ce qui a tendance à polliniser leur conscience. Je connais des gens aujourd'hui, sur le plan matériel, qui ont suffisante conscience pour que moi-même, je dise, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Instruisez-moi de ceci, et je sais que ce qu'ils me diront, c'est ceci. Donc, il y a un début de conscientisation. Il y a des hommes sur la Terre qui ont une conscience suffisamment universalisée, qui ont, autrement dit, un lien suffisamment étroit avec leur esprit pour ne plus être englobés par le phénomène ovni, pour ne plus être englobés par le phénomène occulte, et pour être capables, de par leur propre science interne, de faire la part des choses, de ne pas s'intéresser psychologiquement à ces choses, mais de les regarder à partir de leur vision mentale, à partir de leur mental supérieur, et les comprendre instantanément pour que lorsqu'ils parlent à d'autres, lorsqu'ils rendent à d'autres le témoignage de leur propre conscience, ils puissent servir l'homme, c'est-à-dire l'empêcher, lui, à cause de sa naïveté spirituelle ou ésotérique, de plonger dans des nets qui sont tellement intelligents, tellement lucifériens, tellement arimaniens, que le jour où l'homme verra à travers les voiles, il deviendra un immortel. La conscience de l'homme, elle est très grande. Moi, si je verse des larmes dans le public, c'est parce que cette vibration, elle doit passer dans la conscience de l'homme. Je ne peux pas faire autre chose que de parler. Mais si je parle, ici, j'explique, ici, au lieu de terroriser le psychisme humain par toutes sortes ou avec toutes sortes d'idées qui deviendraient des doctrines d'une façon ou d'une autre, si je dis l'homme peut passer sa vie à se protéger afin de devenir intelligent. Et mon grand service à l'homme, mon grand intérêt face à l'homme, surtout les gens simples, les gens qui ont beaucoup de spiritualité, les hommes qui cherchent, les hommes qui ont soif. Le grand service que je rends à ces êtres, c'est de leur dire que plus l'homme deviendra intelligent, plus il réalisera la vénalité du mensonge cosmique, et plus il réalisera que les forces de l'évolution aujourd'hui règnent suprêmes sur la planète, et elles se serviront de tout, pour camoufler leur vrai visage. Et c'est pourquoi le Nazaréen avait raison lorsqu'il disait « Ils viendront dans le monde, les prophètes. Ils parleront à mon nom, les prophètes. Et l'homme devra voir à travers les messages. » L'homme en lui-même, il est lumière. Pendant l'évolution, nous avons été donné un principe d'amour que l'homme ne pouvait pas comprendre parce que l'homme n'était pas encore suffisamment mental. Avec l'évolution, l'homme sera mental, il comprendra ce que le Nazaréen avait voulu dire en tant qu'initié, en tant qu'être cosmique. Mais pour le moment, les gens qui s'occupent des sciences occultes, ésotériques, les médiums, tout le tralala qui fascine, si vous voulez, l'âme. Ces hommes doivent faire attention et regarder un peu de biais, c'est-à-dire regarder à partir d'eux. Et il y a toujours une vibration qui se situe. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Écoutez, M. Bernard, ça fait des années que je suis dans telle organisation, tel secte, tel mouvement, tel ci, tel ça. » Et là, je commence à avoir des doutes. Moi, je ne peux pas leur dire « Mais il faut que vous sortiez de ceci. » Ce n'est pas mes affaires. Je ne parlerai jamais comme ça. Je ne suis pas un jésuite, moi. Je ne suis pas un prêtre. Bon. Mais je leur dirai « Allez d'après votre vibration. » Si l'homme va d'après sa vibration, il est sécure. Parce que c'est sa vibration, c'est sa lumière. Et si on vient lui dire, ah ben ça, ta vibration, une vibration, ça ne se trahit pas, ça ne se rationalise pas. C'est l'encre le plus sécure de l'homme, c'est sa lumière, c'est sa force, c'est sa vie, c'est sa mentalité, c'est son intelligence, ainsi de suite. Et au fur et à mesure où l'homme pourra vivre en contact avec cette vibration, éventuellement il pourra la vivre d'une façon mentale,
il pourra regarder le phénomène ovni, il pourra, s'il a l'occasion dans l'avenir de parler avec des intelligences sur un plan ou sur une autre, il ne sera jamais englobé. Et les intelligences d'un plan ou d'un autre verront que l'homme, finalement, est arrivé à son droit d'aîné. Il a la maturité, il est prêt à prendre les rênes d'un gouvernement invisible sur la planète. C'est-à-dire, il aura la capacité, finalement, d'utiliser son cerveau éthérique pour que les forces astrales, les forces élémentales lui obéissent, pour que lui redevienne le créateur qu'il était d'antan, pour que lui devienne finalement le siège de ce que l'on peut appeler une conscience christique, c'est-à-dire une conscience universelle, c'est-à-dire une conscience qui ne peut pas être aveuglée par les aspects mielleux du mal ou les aspects fiévreux d'une vérité qui voile le mensonge. Et je le dis à l'homme aujourd'hui parce que tant que l'homme croira, il aura besoin de vérité. Tant qu'il aura besoin de vérité, il vivra l'interface du mensonge. La vérité et le mensonge sont les jumeaux d'une même réalité. Et cette réalité, elle est astrale. L'homme demain connaîtra le réel, sa conscience sera réelle. Il verra des hommes qui vivent par rapport à la vérité et il les respectera pour leur ignorance. Il verra des hommes qui vivent par rapport au faux et il les respectera par rapport à leur ignorance. Lui sera libre. Sinon, nous vivrons des schismes, nous vivrons des divisions. Nous avons aujourd'hui l'Église catholique qui est en train de se fragmenter. Ce n'est pas à moi de dire ceci est bien ou ceci est mal. Je constate simplement qu'à partir du moment où l'homme est empoisonné par la recherche de la vérité, il perd conscience, il perd son esprit et il devient automatiquement un disciple, un adepte de force dont lui-même n'a aucune conscience et qu'il sert comme si c'était des forces du bien, des forces de vie et des forces de vérité. Nous sommes dans un siècle où l'individu a avantage à commencer à regarder les choses d'une façon totalement contraire à ce qu'il avait l'habitude auparavant pendant l'involution de regarder. Auparavant, on a crié la vérité, on a crié au mensonge, les peuples se sont déchirés, les religions se sont sectionnés, les hommes ont été englobés dans des poches de conscience collective raciale qui se sont, au cours des siècles, envenimés dans leurs relations. Nous avons les Juifs et les Arabes qui se terrorisent, nous avons les Irlandais qui haïssent les Anglais, nous avons les catholiques qui commencent un peu plus aujourd'hui à fraterniser avec d'autres religions, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous avons vécu pendant l'involution constamment la lutte, la polarisation. Et qu'est-ce qui récolte de la division de la conscience? Qu'est-ce qui récolte des affabulations de la vérité et des mensonges? Ce sont toujours les fosses arimaniennes et les fosses lucifériennes. L'homme sera libre à partir du moment où il vivra dans son esprit. Et le prix à payer, il est là. Il est évident que l'homme qui supporte son intelligence, qui vit d'après son intelligence, ne peut pas en arriver à cette capacité intégrale sans souffrance. D'ailleurs, le pape Jean 23 le disait, les fils de la lumière souffriront de grandes souffrances. Mais il en arrivera un jour à pouvoir supporter cette identité, c'est-à-dire cette connexion, ce lien entre l'esprit, l'âme et la matière. Et après ça, l'homme n'aura plus besoin de se soucier de ce qui se passe dans le monde. Il ira dans sa propre direction. Et selon l'évolution de sa propre énergie, selon le contact avec sa propre mentalité supérieure, s'ouvriront les portes et les fenêtres de sa conscience et l'homme connaîtra le phénomène ovni. Il pourra parler avec des étrangers, mais il ne sera pas dominé par des étrangers. L'homme ne sera pas inoptisable par des étrangers. L'homme ne pourra pas se faire enlever la mémoire par des étrangers. On ne pourra pas disloquer le corps astral et le faire sortir de l'enveloppe matérielle pour vivre des expériences spirituelles ou pseudo-scientifiques. L'homme sera libre, l'homme sera roi de lui-même, il sera un scientifique de la matière et de l'esprit, il aura tout compris comme il avait tout été ignorant. Merci beaucoup. Merci.